Le plus terrifiant sur Poveglia, ce n'est pas ce qu'on y entend. C'est ce qu'on y invente quand les archives se taisent. Parce que voilà le paradoxe. On vous vend Poveglia comme une île maudite, saturée de cris, de cloches fantômes et de médecins déments. Mais quand on retire la couche de folklore, ce qui apparaît n'est pas moins sombre. C'est pire. Ce n'est pas une histoire de revenants. C'est une histoire d'isolement organisé, de peur sanitaire, de ruines politiques et de mémoire disputée. Une petite île de la lagune de Venise, coincée entre Venise et le Lido, coupée par un canal, assez proche pour être vue, assez lointaine pour être repoussée hors du regard quotidien. Elle apparaît dans les chroniques dès le début du Ve siècle, se peuple au fil du Moyen-Âge, puis bascule quand la guerre atteint la lagune. En 1379, pendant la guerre de Chioggia, ses habitants sont déplacés vers la Giudecca et Poveglia entre dans une longue vie de vide. Pas un vide poétique, un vide administratif, un vide stratégique, un vide parfait pour tout ce qu'une ville prospère ne veut pas garder trop près d'elle. C'est là que commence la vraie histoire. Pas avec des fantômes, mais avec une question brutale. Que fait une grande puissance marchande quand la richesse arrive par la mer et que la mort arrive par la même route? Venise n'avait pas le luxe du romantisme. Elle devait commercer avec le Levant, accueillir des marchandises, laisser entrer des équipages et en même temps empêcher les contagions de transformer la ville en tombeau. Les lazarets vénitiens naissent de cette obsession. Dès le XVe siècle, la République met en place un système d'isolement parmi les plus élaborés d'Europe. Puis, au XVIIIe siècle, elle cherche un nouveau site. En 1782, le choix tombe sur Poveglia. Le projet se concrétise véritablement en 1793, quand l'arrivée d'un navire suspect et la peur d'une nouvelle flambée épidémique accélèrent tout. Ce n'est pas une légende. C'est de la santé publique avant la bactériologie, de la géopolitique avant les scanners thermiques et une démonstration glaçante de ce qu'une société est prête à faire pour préserver son centre en sacrifiant sa périphérie. Imaginez la scène. Un bâtiment approche. Il ne suffit pas qu'il porte une cargaison utile. Il doit aussi porter le bon papier, le bon passe sanitaire, la bonne provenance, la bonne histoire. S'il vient d'un lieu jugé suspect, l'équipage peut être retenu jusqu'à 40 jours. C'est de là que vient le mot « quarantaine ». Les marchandises sont ouvertes, aérées, purgées, lavées, parfois immergées, selon des protocoles précis. On ne plaisante pas avec la laine, les épices, les tissus, les lettres. Même le courrier peut être vu comme un véhicule du mal. Dans les textes réglementaires, tout est codifié avec une minutie presque clinique. Et c'est cela qui fait froid dans le dos. Poveglia n'était pas un chaos de panique. C'était une machine. Une machine calme, rationnelle, qui séparait les sains, les suspects, les infectés, les marchandises propres, les marchandises douteuses, les vivants qui avaient encore un avenir, et ceux dont l'avenir se refermait sur le quai. On possède même un aperçu très concret de ce basculement. En juin 1793, le navire ottoman San Niccolò arrive à Venise, après avoir touché des ports considérés comme suspects. Il est envoyé à Poveglia. 3 jours plus tard, un marin présente des symptômes inquiétants, compatibles avec la peste. Les autorités isolent aussitôt l'équipage, établissent un cordon sanitaire et transforment l'île en lazaret temporaire sous surveillance. Le plan de l'époque distingue la zone des malades, celle des convalescents, les espaces des gardes, les entrepôts, les lieux de purge et même les embarcations chargées de contrôler l'île. Vous voyez le détail? Ce n'est pas une île abandonnée au hasard de l'épidémie. C'est un théâtre d'opération. Chaque mètre sert à ralentir la mort, ou du moins à la contenir derrière l'eau.
Et soudain, Poveglia cesse d'être un point sur une carte. Elle devient un filtre entre la ville et le danger. Le plus dérangeant, c'est que ce système n'était pas seulement défensif, il était aussi économique. Les historiens de la santé publique vénitienne le rappellent clairement. Un lazaret efficace protégeait les habitants, mais il renforçait aussi l'attractivité commerciale du port. En d'autres termes, mieux vous organisiez l'isolement, plus vous restiez compétitif. On imagine souvent la quarantaine comme un geste de pure peur. À Venise, c'était aussi une infrastructure de confiance marchande. Les négociants du Levant savaient qu'ils seraient contrôlés, retenus, triés, parfois immobilisés, mais dans un système réputé. C'est d'une modernité presque choquante. Poveglia n'est donc pas seulement l'île de la maladie. C'est l'endroit où l'on comprend que le commerce mondial et la gestion du risque ont grandi ensemble. La lagune n'a pas seulement produit des palais et des gondoles, elle a produit des dispositifs d'exception. À ce stade, on entend déjà la question. Donc, oui, c'était un lieu de mort? Oui. Mais la réalité est plus troublante que les slogans. Le problème avec Poveglia, c'est que les chiffres précis se dissolvent vite dans la rumeur. On lit partout des totaux gigantesques, des centaines de milliers de corps, un sol fait à moitié de cendres humaines. Le passé sanitaire de l'île est bien réel, les décès liés aux quarantaines et aux épidémies aussi, mais la fascination contemporaine adore gonfler le bilan jusqu'au spectaculaire. C'est presque mécanique. Plus l'endroit est inaccessible, plus le récit enfle. Et pourtant, même sans exagération, il suffit d'une vérité simple. Pendant des années, des hommes et des femmes y ont débarqué non pour vivre, mais pour attendre. Attendre l'autorisation d'entrer, attendre la guérison, attendre la fièvre, attendre qu'un proche s'éteigne dans une zone interdite. Ce n'est pas moins sinistre parce que le nombre exact nous échappe. C'est justement cette imprécision qui transforme la mémoire en brouillard. Regardez maintenant ce qu'il reste. Un clocher domine encore l'île. C'est lui qu'on aperçoit d'abord, comme si Poveglia avait gardé un doigt levé vers le ciel. Il appartenait autrefois à l'église de San Vitale. Sous Napoléon, l'ancienne église est détruite, tandis que le clocher est maintenu pour sa fonction de phare. À côté, il y a l'octogone défensif, construit dans le cadre du système vénitien de fortification de la lagune, une autre trace de cette logique implacable, surveiller, canaliser, protéger l'entrée de Venise. Tout sur Poveglia parle de contrôle. La religion, la guerre, la médecine, la navigation, tout s'y est superposé sans jamais vraiment effacer ce qui précédait. C'est une île couche, une île palimpseste. Et quand les murs s'effondrent, ce mélange devient encore plus inquiétant, parce qu'on ne sait plus où finit le lazaret, où commence la caserne, et à quel moment le soin s'est confondu avec l'exclusion. Puis arrive le XXe siècle, et avec lui la partie la plus trouble de tout le dossier. Les bâtiments de Poveglia sont réutilisés pour une structure sanitaire, fermée en 1968. Mais ici, la mémoire publique se fend en deux. Certains récits parlent d'une maison de repos ou d'un établissement pour personnes âgées convalescentes. D'autres affirment qu'il s'agissait d'un hôpital psychiatrique, voire d'un asile. Le plus intéressant n'est pas de choisir trop vite un camp, c'est de voir à quel point cette zone floue a nourri la machine à mythes. Même le portail touristique vénitien évoque comme non confirmé le soupçon selon lequel la maison de repos construite en 1922 aurait en réalité été utilisée comme manicomio, autrement dit comme asile. Ce seul flottement suffit à faire surgir tout le reste. Les couloirs, les murmures, les expériences, le fameux médecin fou. Quand les archives n'imposent plus clairement une version, l'imagination fait le reste avec une efficacité redoutable. Et c'est ici que Poveglia cesse d'être seulement une île
pour devenir un produit narratif mondial. Des chercheurs ont montré comment elle a acquis une renommée planétaire comme l'île la plus hantée du monde, grâce à un mélange de télévision sensationnaliste, de forums, de vidéos de chasse aux fantômes, de blogs et de récits copiés d'un site à l'autre. Le plus ironique, c'est que cette célébrité macabre est souvent exogène, fabriquée loin de Venise, amplifiée par Internet, puis renvoyée sur la lagune comme si elle avait toujours été là. Des historiens parlent d'un véritable média-mythe. En clair, une fiction collective qui s'accroche à un lieu réel jusqu'à devenir plus visible que son histoire. Et soyons honnêtes, c'est efficace. Dire « ancienne station de quarantaine vénitienne devenue enjeu patrimonial et politique » attire peu de monde. Dire « île interdite » où un médecin pratiquait des lobotomies avant d'être poussé du clocher par les fantômes attire immédiatement les caméras. Le fantastique avale l'archive en une bouchée. Mais ce qui se passe réellement sur Poveglia aujourd'hui n'a rien d'un exorcisme. C'est un bras de fer sur l'usage du lieu. En 2014, l'État italien met en vente, sous forme de concessions de longue durée, plusieurs biens historiques pour tenter de les valoriser. Poveglia fait partie des cas les plus sensibles. La réaction locale est immédiate. Des citoyens se regroupent dans l'association Poveglia per Tutti pour empêcher que l'île ne soit absorbée par un projet purement privé. Les chercheurs qui ont suivi cette mobilisation rappellent qu'une offre de 500 000 €, jugée inadéquate, a finalement été bloquée, tandis que l'association se battait pour défendre l'île comme espace commun. Ce détail est crucial. Pendant que le monde s'obsède sur les fantômes, les Vénitiens se battent sur quelque chose de bien plus concret. Qui a le droit de décider du destin d'une ruine historique dans une ville rongée par la touristification? Et l'interdiction d'accès, alors? Là encore, la réalité est moins spectaculaire et plus révélatrice. L'île a fait l'objet de restrictions et de débats répétés sur le débarquement, notamment à partir de 2018, quand les autorités ont rendu illégal le fait d'y poser le pied pour le public, dans un contexte mêlant sécurité, dégradation du bâti et conflits sur les usages. Autrement dit, Poveglia n'est pas interdite parce que l'on craint des apparitions. Elle l'a été parce qu'elle tombe en ruine, parce qu'elle est dangereuse, parce qu'elle coûte cher, parce qu'elle cristallise un affrontement entre bien commun et logique d'exploitation. Et c'est presque plus dérangeant. Une porte fermée pour cause de spectre, c'est du folklore. Une porte fermée parce qu'aucune institution ne sait quoi faire d'un morceau de mémoire trop encombrant, c'est une autre forme de malédiction. Le tournant le plus inattendu arrive pourtant très récemment. En 2025, l'Agenzia del Demanio annonce officiellement la concession pour 6 ans d'une partie de l'île à l'association Poveglia per Tutti, afin d'y développer, sur la portion septentrionale, un parc urbain lagunaire respectueux du paysage et de la biodiversité. Oui, vous avez bien entendu. L'île la plus fantasmée d'Italie n'est pas en train de devenir un temple paranormal, mais un terrain de reconquête civique. Un lieu où l'on essaie de remplacer la peur scénarisée par une présence humaine réelle, lente, locale. C'est presque un renversement parfait. Pendant des années, le monde a transformé Poveglia en décor de cauchemar. Et les habitants, eux, essaient d'en refaire un morceau de ville, un espace collectif, un lieu respirable dans une Venise saturée. C'est peut-être la chose la plus subversive de toute l'affaire. Alors, que se passe-t-il réellement sur l'île de Poveglia? Voilà la réponse honnête. Il s'y passe une collision de temps. Le Moyen-Âge de la lagune, la médecine de l'isolement, le traumatisme des épidémies, la confusion du XXe siècle, le fantasme global fabriqué par les écrans, et maintenant, la lutte contemporaine pour savoir si un lieu chargé d'exclusion peut redevenir un lieu partagé. Ce n'est pas une île possédée,
C'est une île contestée, pas par des esprits, mais par des récits incompatibles. L'un dit « N'y allez pas, c'est un enfer ». L'autre répond « Justement, cessons d'en faire un spectacle et regardons ce qu'elle raconte de nous, de notre peur de la contagion, de notre passion pour les ruines, de notre besoin d'inventer des monstres quand les vraies responsabilités deviennent trop humaines. Et pourtant, il reste une ombre qu'on ne peut pas balayer si facilement, car plus on approche de Poveglia, plus une anomalie grandit. Les périodes les mieux documentées sont celles où l'île sert l'État. La guerre, la quarantaine, l'administration, la concession. Mais dès qu'on entre dans la vie intérieure des bâtiments du XXe siècle, dans les récits de patients, dans la nature exacte des traitements, dans l'origine du mythe du médecin et dans ce qui a vraiment été vu ou entendu là-bas, le sol se dérobe. C'est là que Poveglia devient vraiment inquiétante. Pas quand elle crie, mais quand elle hésite. Pas quand elle montre, mais quand elle mélange vrai, faux et presque vrai au point de rendre la frontière insaisissable. Et c'est précisément dans cette faille que se cache la prochaine porte à ouvrir. Le plus étrange, à partir de là, ce n'est plus l'île elle-même, c'est notre manière de la regarder. Dès qu'un lieu porte trop de couches de douleur, nous ne lui demandons plus ce qu'il a été. Nous lui demandons de nous effrayer. Et Poveglia a fini par devenir ce miroir-là. Non pas un simple morceau de terre dans la lagune, mais un écran sur lequel chacun projette sa peur préférée. La peste pour les uns, la folie pour les autres, les esprits pour les amateurs de frissons, la spéculation immobilière pour ceux qui connaissent Venise de l'intérieur. Le problème, c'est que toutes ces peurs se mélangent. Et quand elles se mélangent, elles produisent quelque chose de plus tenace qu'un mensonge. Elles produisent une croyance. Regardez comme le mécanisme fonctionne. Une île fermée, des bâtiments à demi effondrés, une tour qui ressemble de loin à une sentinelle, des récits mal datés, des témoignages impossibles à vérifier, des vidéos nocturnes tournées avec une lampe tremblante et une respiration paniquée derrière la caméra. Il n'en faut pas plus pour que l'imagination fasse le reste. Mais si l'on ralentit un instant, si l'on retire le brouillard ajouté par les écrans, ce qui apparaît n'est pas un décor de cinéma. C'est un laboratoire social à ciel ouvert. Poveglia nous montre comment une société choisit l'endroit où elle place ses peurs. Tout ce qui menace l'ordre du centre est envoyé à la marge. Les navires suspects, les corps potentiellement contagieux, les convalescents, les malades. Plus tard, les personnes âgées ou les patients dont la mémoire administrative devient confuse. Venise a toujours eu besoin de la lagune comme d'un filtre, la ville brillante au milieu et autour, l'eau comme frontière intelligente. Poveglia faisait partie de cette intelligence froide. C'est sans doute pour cela que l'île provoque un malaise si particulier. Ce n'est pas seulement un lieu où des gens sont morts. Des milliers de lieux pourraient dire la même chose. Ce qui dérange, c'est que la mort y a été administrée, contenue, classée, déplacée. On n'y allait pas pour exister librement. On y allait parce qu'une autorité avait décidé qu'on ne devait pas encore, ou plus du tout, se trouver ailleurs. C'est une nuance immense. Dans l'imaginaire populaire, l'île maudite est souvent le territoire du chaos. Ici, c'est l'inverse. L'angoisse vient de l'ordre. D'un ordre qui vous examine, vous sépare, vous observe depuis le quai et décide dans quelle catégorie vous tombez. Essayez d'imaginer ce que pouvait représenter une arrivée sur Poveglia à l'époque des quarantaines. Pas avec les yeux d'un visiteur moderne, mais avec ceux d'un marin ou d'un passager du XVIIIe siècle. Vous avez traversé la mer, vous approchez enfin de Venise, cette ville dont on parle comme d'une merveille, un mirage de pierre sur l'eau, un carrefour du monde.
vous pensez toucher au but. Et au lieu des palais, on vous désigne une île à l'écart. Là, vous n'êtes plus un voyageur. Vous devenez un cas. On ne vous demande plus qui vous êtes, mais d'où vous venez, qui vous avez croisé, dans quel port vous avez mouillé, combien de jours se sont écoulés, qui tousse, qui transpire, qui a une marque étrange sur la peau. Votre histoire personnelle s'efface derrière le soupçon sanitaire. En quelques minutes, votre identité bascule. Vous n'êtes plus un homme libre. Vous êtes une possibilité de contagion. Voilà pourquoi l'île a absorbé tant de projections sinistres au fil du temps. Parce qu'elle porte en elle une vérité que nous n'aimons pas reconnaître. La frontière entre soin et exclusion est parfois très mince. Officiellement, on isole pour protéger. Et c'est vrai. Historiquement, les lazarets ont sauvé des villes entières d'épidémies dévastatrices. Sans système de quarantaine, des ports comme Venise auraient payé un prix encore plus terrible. Mais la logique du lazaret contient toujours une violence discrète. Pour sauver le grand nombre, on déplace le risque vers un espace séparé. On crée un dedans et un dehors. On invente une géographie morale. Ici, la sécurité. Là-bas, l'incertain. Et quand cette géographie dure des siècles, elle imprègne les murs. C'est peut-être pour cela qu'une rumeur absurde peut sembler plausible sur Poveglia, alors qu'elle paraîtrait ridicule ailleurs. Prenez cette légende du médecin qui aurait pratiqué des expériences atroces dans le beffroi avant de se jeter dans le vide ou d'être poussé. Historiquement, elle est fragile, presque transparente quand on la regarde de près. Elle ressemble à un collage tardif de plusieurs peurs modernes. La psychiatrie transformée en horreur gothique, la figure du savant dément, le clocher devenu scène de châtiment surnaturel. Et pourtant, elle s'accroche. Pourquoi ? Parce qu'elle épouse la logique profonde du lieu. Elle raconte, sous une forme spectaculaire, qu'à Poveglia, on amenait ceux dont on ne voulait pas voir la souffrance trop près de la ville. La légende ment sur les détails, mais elle prospère parce qu'elle touche un nerf réel. Voilà ce qui rend le mythe dangereux. Il n'est pas vrai, mais il n'est pas gratuit. Les îles ont toujours servi à ça. À l'échelle humaine, une île est une promesse de séparation absolue. L'eau fait le travail que les murs font mal. Elle encadre, elle ralentit, elle empêche. C'est pour cette raison que tant de sociétés ont utilisé des îles pour les exils, les prisons, les léproseries, les postes de défense, les stations de quarantaine. La géographie y devient politique. Et à Venise, cette logique atteint un raffinement presque cruel. La lagune n'est pas seulement un paysage, c'est un instrument. On pense à ses reflets, à ses couchers de soleil, à ses silhouettes de clochers. On oublie qu'elle a aussi servi à trier les flux humains avec une redoutable efficacité. Poveglia ne fut d'ailleurs pas seule dans ce système. La lagune comptait d'autres espaces spécialisés, d'autres seuils, d'autres points de contrôle. Mais elle concentre dans l'imaginaire contemporain quelque chose que les autres lieux ont perdu, la ruine visible. C'est un détail en apparence, mais un détail décisif. Une archive poussiéreuse impressionne peu. Un bâtiment éventré, avec des fenêtres noires et des couloirs envahis par la végétation, lui, agit immédiatement. L'œil remplit les vides. Les herbes folles deviennent des traces d'abandon métaphysique. Le plâtre qui tombe devient la peau d'un passé qui se décompose encore. Le silence devient suspect. Et soudain, la ruine semble confirmer tout ce qu'on a envie de croire. Mais la ruine ment, elle aussi. Ou du moins, elle simplifie. Un bâtiment en décomposition ne raconte pas spontanément pourquoi il se décompose. Est-ce l'effet du temps, d'un conflit administratif, d'un coût de restauration impossible à assumer, d'un projet politique bloqué, de l'abandon après fermeture, de l'interdiction d'accès pour raison de sécurité?
Une façade crevassée n'explique rien. C'est nous qui lui prêtons une intention. Et Poveglia a longtemps été regardé non comme un dossier à comprendre, mais comme un décor à consommer. Le paranormal vend mieux que la bureaucratie. Une chaise renversée dans un couloir vide attire plus qu'un registre de concession. Un escalier fissuré fait plus de vues qu'un débat sur le patrimoine public. Pourtant, les vrais enjeux contemporains sont là, et ils sont beaucoup plus brûlants qu'un fantôme au bout d'un couloir. Qui possède la mémoire? Qui décide de ce qu'on restaure, de ce qu'on laisse mourir, de ce qu'on transforme en attraction? Venise est l'une des villes les plus visitées au monde, mais aussi l'une de celles où les habitants ont le sentiment aigu de perdre leur ville morceau par morceau. Dans ce contexte, Poveglia devient un symbole presque trop parfait. Une île chargée d'histoire, abandonnée, mythifiée par le monde entier, convoitée, défendue, interdite, puis timidement réouverte à travers un projet local. C'est comme si elle concentrait, à petite échelle, toutes les contradictions de Venise elle-même. D'un côté, la carte postale mondiale. De l'autre, la lutte pour une existence vivable. Et puis il y a la question des corps. Elle revient toujours, même quand on voudrait parler d'autre chose. Sous la végétation, sous les briques, sous la terre remuée par les siècles, combien de traces humaines restent enfouies? C'est l'un des moteurs les plus puissants de l'imaginaire de Poveglia. L'idée que le sol lui-même serait saturé de restes, de cendres, d'ossements, de mémoires compactées par les épidémies. Là encore, il faut se méfier des chiffres extravagants, des affirmations répétées sans source, de cette manière qu'a Internet de transformer une hypothèse en certitude à force de copier-coller. Mais même en restant prudent, même en refusant le spectaculaire facile, une évidence demeure. L'île a servi à accueillir les conséquences physiques de la peur sanitaire. Et cela suffit à lui donner une densité humaine exceptionnelle. Ce n'est pas juste un terrain abandonné. C'est un lieu où le vivant et le mort ont longtemps coexisté sous un régime d'attente. Attendre. Ce mot revient sans cesse quand on pense à Poveglia. Attendre d'être déclaré saint. Attendre qu'un navire soit autorisé à repartir. Attendre l'amélioration. Attendre la décision de l'autorité. Attendre la visite qui ne vient pas. Attendre dans un espace où l'on n'habite pas vraiment, mais où l'on ne peut pas non plus se considérer de passage. L'attente transforme tous les lieux. Un port n'est pas le même si l'on y séjourne 2 heures ou 40 jours. Un dortoir n'est pas le même si l'on s'y repose ou qu'on y espère la fin d'une fièvre. Une fenêtre n'est pas la même si elle donne sur le large ou sur une liberté suspendue. Dans les récits qui tournent autour de Poveglia, on parle souvent des cris. Moi, ce qui me semble le plus glaçant, c'est le temps. Le temps qui s'épaissit. Le temps qui vous retire progressivement la certitude de revenir. Et cette épaisseur du temps explique peut-être la confusion du XXe siècle. Quand un lieu a déjà une longue biographie d'isolement, tout usage médical ultérieur paraît immédiatement suspect. On lit maison de repos et l'imagination entend asile. On lit structure sanitaire et les images de couloirs verrouillés apparaissent d'elles-mêmes. Il faut comprendre ce glissement sans le subir. Oui, il a probablement existé sur l'île un établissement de soins ou d'assistance dans les dernières phases de son usage institutionnel. Oui, la mémoire des habitants et les archives n'en donnent pas toujours une image limpide. Oui, les espaces fermés liés à la maladie, à la vieillesse ou à la marginalité sont particulièrement propices aux récits déformés. Mais non, cette zone d'ombre ne justifie pas de transformer chaque incertitude en scène de torture. Sinon, on ne cherche plus à comprendre un lieu, on s'en sert. Le plus troublant, c'est que Poveglia
semble résister à toutes les versions définitives. Essayez de la figer et elle vous échappe. Vous voulez une île de peste? Elle rappelle qu'elle fut aussi habitée, fortifiée, religieuse, stratégique. Vous voulez une île d'asile? Elle vous oppose des trous documentaires, des usages ambigus, des mots administratifs qui ne coïncident pas parfaitement avec les fantasmes modernes. Vous voulez une île purement patrimoniale? Elle vous renvoie ces couches de douleur, impossibles à lisser dans une simple brochure touristique. Vous voulez enfin une île surnaturelle? Elle vous répond, avec une cruauté presque élégante, que les mécanismes humains suffisent largement. Alors, une autre question se pose. Pourquoi avons-nous autant besoin qu'elle soit hantée? Peut-être parce qu'un fantôme nous arrange. Le fantôme personnalise le malheur. Il lui donne une voix, une silhouette, un drame identifiable. À l'inverse, un système sanitaire, un déplacement forcé, une logique d'exclusion, une spéculation bloquée, une lente dégradation institutionnelle. Tout cela est diffus, collectif, sans visage simple. C'est plus difficile à raconter, plus difficile aussi à supporter. Dire « l'île est habitée par des morts » évite parfois de dire « l'île témoigne d'une civilisation brillante qui a aussi perfectionné l'art de tenir ses peurs à distance ». Le paranormal, sous cet angle, n'est pas seulement une fantaisie. C'est parfois un écran de fumée émotionnel. Et pourtant, il serait trop facile de rire des légendes. Elles disent quelque chose, malgré elles, de notre rapport contemporain aux lieux blessés. Nous ne savons plus très bien comment entrer en relation avec eux. Les ruines nous attirent, mais nous ne voulons pas qu'elles soient seulement historiques. Nous voulons qu'elles vibrent encore, qu'elles protestent, qu'elles gardent une charge presque électrique. Alors, nous ajoutons du surnaturel, comme on ajoute une bande-son à une scène silencieuse. Poveglia, de ce point de vue, n'est pas une exception italienne. C'est un symptôme mondial. Nous sommes fascinés par les endroits où l'histoire ne s'est pas calmée. Sauf qu'à force d'ajouter des hurlements inventés, on finit par ne plus entendre la chose la plus importante. La lagune elle-même. Car Poveglia n'existe jamais seule. Elle respire avec les marées, avec les vents, avec les autres îles, avec les lignes de navigation, avec l'humidité qui ronge la pierre et déforme le bois. Son abandon n'est pas seulement humain, c'est aussi une négociation permanente avec un environnement mouvant. Les murs y vieillissent autrement qu'à l'intérieur des terres. Le sel remonte, les fondations travaillent, la végétation s'infiltre, les saisons n'y effacent pas les traces de la même manière. L'île se transforme continuellement, et cette transformation matérielle nourrit à son tour les récits. Un escalier qui s'effondre semble raconter une fuite. Une salle envahie de lierre donne l'impression que la nature referme un secret. En réalité, elle fait ce qu'elle fait toujours. Elle reprend l'espace là où l'usage humain s'est retiré. Mais imaginez maintenant l'effet inverse. Imaginez qu'un lieu conçu pendant des siècles pour tenir les gens à distance soit peu à peu réoccupé, non pas par un projet de luxe ou une attraction nocturne, mais par des habitants qui veulent le rendre respirable, fréquentable, banal presque. Ce serait une révolution discrète, car banaliser Poveglia, au bon sens du terme, ce ne serait pas la trahir. Ce serait peut-être lui rendre sa dignité, la sortir du théâtre permanent, lui permettre de redevenir un lieu et non un slogan. Seulement voilà, pour y parvenir, il faut traverser tout ce qui la recouvre. Les fantasmes, les intérêts privés, les obstacles juridiques, les coûts énormes, les dangers matériels, les récits contradictoires. Et surtout, il faut répondre à une question qui paraît simple, mais ne l'est pas du tout. Comment habiter moralement un lieu construit par l'exclusion? C'est là que Poveglia
devient presque philosophique. Peut-on transformer sans effacer? Ouvrir sans trivialiser? Restaurer sans maquiller? Se promener là où d'autres ont attendu la maladie ou la mort, sans transformer leur passage en folklore? Chaque pierre pose cette question, et aucune réponse n'est confortable. Parce qu'au fond, nous aimons les ruines tant qu'elles restent disponibles pour nos émotions. Dès qu'il faut leur attribuer un usage réel, une responsabilité réelle, un budget réel, des règles réelles, l'enthousiasme devient plus rare. Le fantôme coûte moins cher que la restauration. La légende se partage plus vite qu'un permis. Le frisson est immédiat. La mémoire, elle, exige un travail. Et justement, au milieu de ce travail, un détail revient comme une écharde. Plusieurs visiteurs clandestins, journalistes, explorateurs urbains, vidéastes, racontent la même sensation sans toujours employer les mêmes mots. Sur Poveglia, disent-ils, on a l'impression de déranger quelque chose. Pas forcément une présence surnaturelle, plutôt une continuité interrompue, comme si l'île n'acceptait pas d'être visitée à la légère, comme si elle obligeait, tôt ou tard, à choisir entre deux attitudes. Soit on vient y chercher un spectacle, soit on comprend qu'on marche dans un endroit où l'histoire de la peur a laissé des formes concrètes. Cette sensation-là, elle, mérite qu'on s'y arrête, car elle prépare le plus troublant. Parce qu'en regardant de plus près certaines archives, certains plans, certains témoignages secondaires, on s'aperçoit que le mystère de Poveglia n'est peut-être pas situé là où tout le monde le cherche. Pas dans la tour, pas dans les couloirs supposés du manicomio, pas même dans les histoires de cloches ou de voix. Le point le plus obscur pourrait bien se trouver ailleurs, dans les transitions. Dans ces moments où l'île change de fonction sans que le récit public suive clairement. Dans ces zones où l'administration parle une langue, les habitants une autre, et le folklore une troisième. Et quand ces trois langues cessent de coïncider, quelque chose se fissure. Ce n'est plus seulement un lieu qu'on ne comprend pas, c'est un lieu dont quelqu'un, à un moment donné, a eu intérêt à laisser les contours se brouiller. Et c'est là que l'histoire devient plus dérangeante que toutes les légendes réunies. Parce qu'à partir du moment où les contours se brouillent, tout le monde gagne quelque chose. Le tourisme gagne un frisson. Les médias gagnent un décor. Les amateurs de paranormal gagnent un sanctuaire. L'administration, elle, gagne du silence. Et une île entourée de silence, dans une ville qui vit du regard des autres, finit toujours par attirer les récits les plus agressifs. La première chose à comprendre, c'est que Poveglia n'a pas été engloutie d'un coup par la nuit. L'île a connu plusieurs vies, et chacune a laissé derrière elle non pas une vérité propre, mais une couche supplémentaire. D'abord une petite communauté lagunaire née dans le reflux des invasions, ensuite une périphérie dépeuplée après la guerre de Chioggia, puis un espace sanitaire réaffecté par la République et par les régimes qui lui succèdent. Le récit officiel vénitien rappelle ce fil très clairement. Une île habitée, puis évacuée, puis convertie au contrôle sanitaire à la fin du XVIIIe siècle, lorsque Venise ne pouvait plus absorber tous les flux suspects dans ses autres lazarets. Cela paraît presque banal quand on le dit ainsi. Et pourtant, c'est précisément dans cette banalité que se cache la violence du lieu. Une île ne devient pas inquiétante seulement parce qu'on y enferme des malades. Elle le devient lorsqu'elle change de fonction sans jamais cesser d'être un outil de mise à distance. La forme change, le principe reste. Ce qui était hier un poste de quarantaine peut devenir demain une structure de soins, puis après-demain une ruine interdite. Mais l'idée profonde demeure. Ici, on place ce qui doit rester hors du centre. Voilà pourquoi la confusion du XXe siècle n'est pas un simple détail. C'est une clé. Quand on prononce le mot Poveglia aujourd'hui,
il y a presque toujours un mot qui surgit immédiatement derrière. Manicomio, asile, hôpital psychiatrique, une sorte de château humide rempli de gémissements, de portes fermées et d'expériences sordides. Cette image s'est répandue avec une force incroyable. Le problème, c'est que ceux qui travaillent aujourd'hui à la réouverture civique de l'île la contestent frontalement. L'association locale Poveglia Pertuti affirme sans détour que les fantômes, le cimetière de masse et l'asile relèvent surtout de la légende, et que le dernier usage de l'île relevait d'un sanatorium gériatrique ou d'une structure pour personnes âgées, non d'un grand théâtre psychiatrique tel qu'Internet l'a fabriqué. Et là, il se passe quelque chose de fascinant. Parce qu'en théorie, cette mise au point devrait calmer l'imagination. Elle devrait fermer le dossier, remettre les choses à leur place, faire redescendre la température. Or, elle produit souvent l'effet inverse. Beaucoup de gens entendent cette correction comme une tentative d'étouffement, comme si l'on cherchait à blanchir l'île, comme si dire « ce n'était pas un asile démoniaque » revenait automatiquement à nier toute souffrance. Vous voyez le piège? Sur Poveglia, même la rectification devient suspecte. Même la prudence documentaire paraît louche. Une légende bien installée finit toujours par traiter la réalité comme une manipulation. Alors, il faut prendre une seconde et respirer. Refuser le folklore ne signifie pas blanchir le lieu. Refuser l'exagération n'efface pas la part sombre. Au contraire, cela la rend plus nette. Parce qu'une structure gériatrique ou sanitaire isolée sur une île abandonnée n'est pas un décor innocent. C'est déjà une image lourde. Des vieillards, des convalescents, peut-être des personnes diminuées, vivant dans un espace que la ville regarde à peine, sur un morceau de terre déjà marqué depuis des siècles par la quarantaine, l'exclusion et la relégation administrative. On n'a même pas besoin d'ajouter un médecin sadique et des lobotomies inventées. La solitude suffit largement. Et cette solitude, Poveglia l'a apprise très tôt. Pas seulement comme absence d'habitants, mais comme méthode. La lagune, vue de loin, semble douce. Elle réfléchit la lumière, elle trouble les distances, elle rend tout plus flottant. Mais politiquement, c'est un mécanisme d'une précision remarquable. Une île à quelques minutes de barque peut devenir un autre monde. La ville est là, visible, presque à portée de main. Et pourtant, vous en êtes séparés par plus qu'un bras d'eau. Vous en êtes séparés par une décision. C'est sans doute pour cela que tant de récits contemporains sur Poveglia donnent l'impression d'être hantés par le regard. Pas par des bruits, pas par des chaînes, par le regard. Qui voit quoi? Depuis où? Pendant les quarantaines, l'île regardait les navires entrer. Plus tard, peut-être que les pensionnaires regardaient à Venise sans pouvoir y revenir vraiment. Puis les explorateurs clandestins ont regardé les fenêtres brisées comme si elles allaient leur répondre. Enfin, aujourd'hui, les habitants engagés pour sa réouverture essaient de modifier encore cette relation. Ne plus regarder Poveglia comme un écran d'épouvante, mais comme une présence à réintégrer dans le tissu lagunaire. Et pourtant, cette réintégration n'a rien d'évident. Parce qu'un lieu peut être matériellement vide et symboliquement saturé. C'est exactement le cas ici. Des universitaires qui ont étudié Poveglia montrent bien que l'île est devenue au fil du temps une condensation de dynamiques locales et globales. L'abandon, la privatisation possible, la résistance citoyenne, mais aussi la fabrication médiatique du label « île la plus hantée du monde ». En d'autres termes, Poveglia ne souffre pas seulement de ruines, elle souffre d'un excès de narration. Et l'excès de narration est parfois plus destructeur que l'oubli. L'oubli laisse tomber. Le récit sensationnaliste, lui, dévore. Il transforme tout en signe. Une porte murée devient une chambre de torture.
Un lit rouillé devient une preuve. Une tache d'humidité devient une silhouette. Une cour abandonnée devient un cimetière invisible. Le problème, c'est qu'une fois que cette lecture s'impose, il devient très difficile de revenir à une complexité plus sobre. Le public ne veut pas perdre son monstre. Il s'y est attaché. Mais justement, que perd-on quand on garde ce monstre? On perd la vraie singularité de Poveglia. Car la vraie singularité n'est pas qu'elle serait maudite. C'est qu'elle révèle un phénomène bien plus vaste. Certaines sociétés savent très bien conserver l'apparence de l'humanisme au centre, parce qu'elles déplacent vers les marges tout ce qui menace cette apparence. Venise rayonne comme cité de l'art, du commerce, de la beauté, de la diplomatie. C'est vrai. Mais elle a aussi perfectionné, très tôt, des infrastructures de tri, de retenue et d'exclusion. Poveglia est l'une de ces infrastructures devenues visibles parce qu'elles n'ont jamais été totalement recouvertes. Autrement dit, l'île ne fait pas peur seulement à cause de son passé sanitaire. Elle fait peur parce qu'elle est une radiographie. Elle montre l'envers du décor. Elle rappelle qu'une grande civilisation n'est jamais faite uniquement de palais et de processions. Elle est aussi faite de zones tampons, de seuils, de lieux de dépôt, de territoires où l'on suspend des vies en attendant de décider de leur valeur. Vous comprenez pourquoi l'île résiste autant aux versions simplifiées? Si on la transforme en simple attraction hantée, on neutralise ce qu'elle révèle. Il y a d'ailleurs une ironie presque cruelle dans ce processus. Plus la légende prend de place, moins on regarde les personnes réelles qui ont eu affaire à l'île dans ses derniers usages. Les vieux, les infirmiers, les médecins ordinaires, les employés, les familles. Tous ces gens disparaissent derrière le vacarme mythologique. Ils sont avalés par une esthétique du frisson. On oublie qu'un lieu de soins, même modeste, même imparfait, même perdu, est aussi un lieu de gestes quotidiens. On y donne à boire, on y change des draps, on y attend un courrier, on s'y dispute, on y regarde par la fenêtre, on y parle trop fort dans un couloir. Toute cette humanité ordinaire disparaît dès qu'un endroit est reclassé en décor paranormal. Et c'est là que Poveglia devient presque insultante pour notre époque. Parce qu'elle oblige à poser une question simple. Qu'est-ce qui nous intéresse vraiment dans les lieux blessés? Leur vérité ou leur rendement émotionnel? Voulons-nous comprendre comment une île a été utilisée pendant des siècles pour filtrer des populations, puis abandonnée, puis disputée politiquement? Ou préférons-nous une version plus rentable, dans laquelle des ombres errent la nuit en punissant les intrus? La seconde version est plus facile à monter, plus facile à partager, plus facile à vendre. La première demande quelque chose de plus rare, de la patience morale. Cette patience, certains Vénitiens ont essayé de la reconstruire. Lorsque l'État a lancé en 2014 la perspective d'une concession de longue durée pour Poveglia, une partie des habitants a refusé de voir l'île glisser soit vers l'abandon infini, soit vers la marchandisation pure. C'est de là qu'est né le mouvement Poveglia per tutti, qui revendiquait l'île comme bien commun, contre la logique du décor réservé ou du projet exclusif. Les recherches sur cette mobilisation le montrent bien. Poveglia est devenu un symbole de la résistance à la monoculture touristique et à la capture privée de l'espace lagunaire. Rien que ce détail devrait vous arrêter. Pendant que le monde entier racontait que l'île était impossible à habiter à cause des morts, des citoyens, eux, racontaient qu'elle était impossible à abandonner à cause des vivants. Ce renversement est magnifique. Il change tout. Le problème n'est plus comment survivre à l'île, mais comment empêcher qu'elle soit avalée par les mêmes forces qui vident lentement Venise de sa substance humaine. Et ce combat a produit un résultat très concret. En 2025, l'Agenzia del Demanio
a confié pour 6 ans une partie de Poveglia à l'association, avec l'objectif de rendre accessible à la collectivité la zone nord et d'y développer un parc urbain lagunaire respectueux du paysage et de la biodiversité. Dans le même temps, la partie bâtie reste soumise à des interdictions d'accès et de débarquement, notamment pour des raisons de sécurité et de gestion. Même l'association le rappelle, l'île construite reste interdite, tandis que la partie nord, concédée depuis le début du mois d'août 2025, n'est accessible qu'avec des conditions très limitées. Et là encore, le réel est plus troublant que le mythe, parce que cette situation crée 2 îles dans l'île. D'un côté, une portion qui revient lentement à l'usage commun, presque comme une guérison prudente. De l'autre, les bâtiments, les volumes fermés, les couloirs intérieurs, tout ce qui continue d'échapper au regard ordinaire. 2 régimes de mémoire coexistent donc sur le même sol. Le nord devient un futur possible. Le bâti reste un passé qui ne cède pas. C'est cette coexistence qui rend le moment présent si étrange. Poveglia n'est plus seulement un passé abandonné. Elle est en train de redevenir un enjeu actif. Et quand un lieu blessé recommence à vivre, les questions que l'on pouvait repousser à plus tard reviennent brutalement. Que fait-on des ruines? Faut-il les restaurer, les stabiliser, les laisser parler par leurs blessures mêmes? Que raconter aux visiteurs? Une histoire clinique? Une histoire civique? Une histoire prudente? Une histoire complète, donc nécessairement inconfortable? Et surtout, qui a le droit de parler au nom des morts supposés d'un lieu quand on ne possède qu'une partie des archives, qu'une partie des traces, qu'une partie des certitudes? Car il y a un autre danger, plus subtil encore. À force de corriger les exagérations, on peut être tenté d'assécher complètement l'île, d'en faire un simple dossier de réhabilitation, un cas d'urbanisme, une parcelle lagunaire avec contraintes de sécurité, biodiversité et pilotage institutionnel. Ce serait une erreur presque aussi grave que le sensationnalisme. Poveglia n'est pas un banal terrain à réaffecter. Son poids symbolique est réel. Son histoire sanitaire est réelle. La mémoire de l'isolement y est réelle. Même si les fantômes populaires sont des constructions, le malaise qu'éprouve tant de monde devant l'île, lui, n'est pas imaginaire. Il vient de quelque chose de beaucoup plus profond. L'impression que cet endroit a longtemps servi à déposer la part de vulnérabilité que la ville ne voulait pas regarder en face. Et cette vulnérabilité n'appartient pas seulement au passé. C'est cela, le point décisif. Poveglia nous met devant une question très contemporaine. Que faisons-nous aujourd'hui de ce qui gêne le récit brillant de nos sociétés? Où mettons les vieux? Où mettons les malades? Où mettons les bâtiments trop chers à sauver mais trop chargés de mémoire pour être détruits? Où mettons les îles qui ne rapportent pas assez pour le marché mais comptent trop pour être effacées? Le fantôme de Poveglia, s'il faut absolument en nommer un, est peut-être celui-là. Le fantôme de ce qu'une société éloigne pour continuer à se croire intacte. Et plus on avance, plus un détail revient avec insistance. Un détail presque banal, mais qui devient obsédant. Les récits les plus extravagants parlent toujours de ce qui se serait passé à l'intérieur des bâtiments, comme si tout le mystère était enfermé là, derrière les fenêtres noires. Or la vraie énigme est peut-être ailleurs. Peut-être qu'elle ne réside pas dans ce qu'on imagine avoir eu lieu dans une chambre, mais dans ce qui s'est produit après. Après la fermeture, après le départ des derniers pensionnaires, après le silence. Qui a vidé quoi? Quels objets ont disparu? Quels registres ont suivi une voie administrative ordinaire et lesquels se sont perdus dans les replis de la bureaucratie? Qu'a-t-on jugé digne d'être gardé et qu'a-t-on laissé pourrir avec les murs? C'est toujours après la fermeture que commence la seconde vie d'un lieu. La vie grise, la plus difficile à reconstituer, parce qu'avant,
il y a des fonctions, des statuts, des affectations. Après, il n'y a plus que des restes, et les restes sont dangereux. Ils attirent ceux qui inventent, ceux qui exploitent, ceux qui rêvent, ceux qui spéculent, ceux qui veulent sauver, ceux qui veulent posséder. Tout île abandonné devient un champ de force, mais Poveglia, elle, concentre ses forces comme peu d'endroits au monde. Alors non, le vrai mystère n'est peut-être pas de savoir si l'île est hantée. La vraie question serait plutôt celle-ci. Que devient un lieu conçu pendant des siècles pour contenir des vies suspendues lorsqu'il entre lui-même dans un état de suspension? Que reste-t-il d'une île quand son usage meurt avant sa légende? Et surtout, qui a profité de ce moment très précis où la mémoire n'était pas encore défendue, mais déjà assez floue pour qu'on puisse y glisser n'importe quoi? Parce que si l'on suit cette piste jusqu'au bout, on finit par tomber non sur un spectre, mais sur quelque chose de plus concret, de plus froid, et peut-être de plus inquiétant encore. Non pas ce qui a hanté Poveglia, ce qui l'a vidé. Voilà peut-être la question la plus froide de toute cette histoire. Parce qu'un lieu ne se vide jamais tout seul. On aime dire qu'une île a été abandonnée, comme si les pierres s'étaient fatiguées toutes seules, comme si les couloirs avaient décidé un matin de se taire, comme si les portes s'étaient fermées d'elles-mêmes dans un grand soupir mélancolique. Mais derrière chaque abandon durable, il y a presque toujours une mécanique. Un mélange d'usure, de coups, de peur, de désintérêt, de procédures inachevées, d'institutions qui se passent le dossier comme on se passe un objet trop lourd. Pour Poveglia, cette mécanique existe bel et bien. L'île a rempli des fonctions sanitaires pendant une longue période, jusqu'à la fermeture de sa dernière structure au XXe siècle. Puis, elle s'est enfoncée dans une zone grise où la ruine, l'interdiction et le mythe se sont nourris les uns des autres. Les travaux universitaires sur Poveglia décrivent justement cette bascule, d'un espace d'usage à un espace contesté, puis à une surface saturée de récits concurrents. Et quand un lieu entre dans cette zone grise, il devient vulnérable à une forme de prédation très particulière. Pas seulement la spéculation au sens classique, la spéculation narrative. On commence à gagner quelque chose sur le lieu avant même d'y reconstruire quoi que ce soit. On gagne des clics, des émissions, des vidéos, des frissons standardisés. Le bâti tombe, mais l'image, elle, prospère. C'est exactement ce qui s'est produit avec Poveglia. Des chercheurs ont montré comment l'île avait acquis une renommée mondiale comme île la plus hantée du monde, non parce que les archives auraient soudain prouvé l'existence d'un enfer local, mais parce qu'un récit médiatique s'est emballé, a circulé, s'est épaissi, puis est revenu sur l'île comme une seconde peau. Et c'est là que surgit une vérité presque brutale. Ce qui vide un lieu, parfois, ce n'est pas seulement l'absence d'habitants, c'est l'excès d'imaginaire. À partir du moment où Poveglia devient, pour le monde entier, moins une île qu'un symbole de terreur, quelque chose se fige. Restaurer devient compliqué, parce que chaque mur semble devoir rester inquiétant. Expliquer devient compliqué, parce que la nuance déçoit. Réouvrir devient compliqué, parce que le public ne vient pas chercher une histoire sanitaire, civique, lagunaire. Il vient chercher son fantôme privé, et un lieu auquel on refuse le droit d'être autre chose que son mythe finit par étouffer sous sa propre réputation. C'est peut-être pour cela que la position de ceux qui défendent aujourd'hui Poveglia a quelque chose d'audacieux. Ils ne se contentent pas de réclamer l'île, ils lui disputent son masque. L'association Poveglia per Tutti l'affirme de manière presque sèche dans sa foire aux questions. Les histoires de fantômes, de cimetières de masse et de manicomiaux relèvent des légendes. L'île a bien joué un rôle sanitaire essentiel, mais l'image d'un grand asile démoniaque
est rejeté par eux, qui parlent plutôt d'un sanatorium gériatrique pour le dernier usage du site. Ils rappellent aussi que la partie bâtie reste soumise à l'interdiction de débarquement et d'accès, tandis que l'île nord, dépourvue de bâtiments, leur a été concédée à partir du 1er août 2025. Rien que cette phrase contient tout le vertige de Poveglia. Une partie de l'île peut revenir à la vie. L'autre demeure fermée. Une partie entre dans le commun. L'autre reste dans l'ombre administrative. Une partie peut être parcourue. L'autre continue d'alimenter l'imagination. Vous vous rendez compte de ce que cela crée? Une fracture presque parfaite entre deux façons de traiter le passé. D'un côté, on soigne un territoire vivant. De l'autre, on retarde encore le face-à-face avec ce que les bâtiments imposeraient comme questions concrètes. Sécurité, restauration, mémoire, usage, coût, récit. Et ces questions sont plus dures que n'importe quelle apparition nocturne. Parce qu'un fantôme, au fond, simplifie tout. Il donne une présence là où il y a de l'incertitude. Il transforme une accumulation de causes en une silhouette. Mais un bâtiment condamné dans une lagune qui s'enfonce lentement sous les effets du temps, du sel, de l'humidité et de l'abandon, lui, ne simplifie rien. Il oblige à choisir. Sauver, stabiliser, documenter, laisser fermer, rouvrir partiellement, faire entrer des partenaires privés, maintenir une tutelle publique, raconter autrement. Voilà le vrai surnaturel moderne. Des ruines si chargées que chaque décision paraît presque sacrilège. Et pourtant, plus on s'éloigne de la légende, plus Poveglia devient lisible. Elle n'est pas illisible, elle a juste été recouverte. En dessous du folklore, le motif apparaît très clairement. Pendant des siècles, la lagune de Venise a servi à organiser la distance. Distance contre l'envahisseur, distance contre la maladie, distance contre ce qui devait être contrôlé sans être totalement détruit. Poveglia s'inscrit dans cette logique avec une cohérence terrible. Elle a servi à écarter sans effacer, à retenir sans intégrer, à suspendre sans accueillir vraiment. Et lorsqu'un lieu a été façonné pendant si longtemps par cette logique de suspension, il finit par transmettre cette sensation à tous ceux qui s'en approchent. Ce n'est pas qu'il serait habité par autre chose, c'est qu'il garde la forme même de l'attente. L'attente de l'autorisation, l'attente du verdict sanitaire, l'attente de la guérison, l'attente du départ, puis, plus tard, l'attente d'un projet, d'une décision, d'un financement, d'une signature, d'une réouverture. L'île entière semble avoir vécu sous ce régime, pas complètement morte, jamais complètement rendue. Et peut-être que le malaise que tant de gens décrivent n'a pas d'autre origine. Ils ne sentent pas un esprit. Ils sentent une immobilité qui a trop duré. Il faut aussi dire quelque chose d'inconfortable. Si Poveglia nous obsède à ce point, c'est qu'elle parle moins du passé que du présent. Nous aimons croire que l'exclusion sanitaire, la relégation discrète, les lieux où l'on met ceux qu'on ne veut pas voir trop près, appartiennent à des siècles révolus. Mais est-ce si vrai? Nos sociétés continuent de produire leur périphérie. Elles changent seulement de forme. Ce ne sont plus forcément des îles. Ce sont parfois des établissements éloignés, des infrastructures invisibles, des zones de transit, des institutions mal financées, des territoires qu'on laisse vieillir hors champ. Poveglia nous fascine parce qu'elle donne à voir, dans une forme presque pure, un mécanisme qui n'a jamais totalement disparu. Et c'est à ce moment-là que le lieu se retourne sur nous. Au début, on croit le regarder. À la fin, on comprend qu'il nous observe. Pas au sens mystique, au sens moral. Il nous force à reconnaître la facilité avec laquelle nous transformons en spectacle ce que nous refusons d'assumer comme structure. C'est plus agréable de dire « île maudite » que «
géographie historique de l'exclusion. Plus agréable de raconter un médecin fou que de penser à l'administration de la solitude. Plus agréable d'imaginer des murmures la nuit que d'entendre ce que dit une société quand elle éloigne des corps fragiles, tout en continuant à se présenter comme lumineuse, civilisée, ouverte. Et alors, la question initiale revient, plus nette qu'au début. Que se passe réellement sur l'île de Poveglia? Pas ce que promettent les vidéos, pas ce que jurent les chasseurs de fantômes, pas non plus ce qu'aimerait parfois une version trop lisse, trop propre, trop patrimoniale de l'histoire. Ce qui s'y passe réellement, c'est plus difficile à vendre et bien plus intéressant. Il s'y joue un affrontement entre mémoire et consommation, entre bien commun et captation, entre peur scénarisée et responsabilité concrète, entre la tentation de figer l'île dans sa malédiction rentable et l'effort patient pour lui rendre un avenir habitable. Les travaux sur la contestation de la privatisation le montrent bien. Poveglia est devenu un symbole des tensions entre touristification, espace public et droit collectif à la lagune. Et la concession annoncée en 2025 pour la partie nord donne à cette lutte une traduction très concrète. En d'autres termes, Poveglia n'est pas seulement un reliquaire du passé, c'est un test. Le test de ce que nous faisons des lieux blessés quand ils cessent d'être simplement pittoresques. Est-ce qu'on les vend? Est-ce qu'on les fige? Est-ce qu'on les maquille? Est-ce qu'on les laisse tomber au nom du coup? Ou est-ce qu'on accepte de les approcher lentement, sans leur voler leur gravité, sans leur imposer un récit trop commode? Car oui, l'île garde quelque chose d'inquiétant. Il ne sert à rien de le nier. Mais ce quelque chose n'a pas forcément besoin de chaînes, de gémissements ou d'une silhouette au sommet du clocher. Ce qui inquiète vraiment, c'est qu'un endroit si petit ait pu concentrer autant de rapports humains fondamentaux. Peur de la contagion, obsession du contrôle, isolement des vulnérables, oubli administratif, prédation touristique, reconquête citoyenne. Tout cela sur quelques hectares dans la lagune. Tout cela dans un espace que beaucoup n'ont vu qu'en photo, mais qui agit déjà sur eux comme une énigme intime. C'est énorme, presque trop pour une seule île. Et peut-être que la leçon finale est là. Le lieu le plus sombre n'est pas forcément celui où le mal crie le plus fort. C'est parfois celui où il devient normal, fonctionnel, rangé, puis recouvert par le décor. Poveglia n'effraie pas parce qu'elle serait extérieure au monde humain. Elle effraie parce qu'elle en est une version concentrée, une miniature de nos méthodes les plus anciennes. Mettre à part, attendre, oublier, puis raconter autre chose pour ne plus avoir à regarder. Alors, quand on vous dira que Poveglia est maudite, posez une autre question. Maudite par quoi? Par les morts? Peut-être dans les récits. Mais dans l'histoire, elle a surtout été marquée par les vivants, par leurs décisions, par leurs peurs, par leurs intérêts, par leurs abandons successifs. Et cela, d'une certaine manière, est plus vertigineux que n'importe quel fantôme. Parce qu'un fantôme vous observe depuis le passé. Une décision humaine, elle, peut recommencer demain. Et pourtant, malgré tout, il reste sur Poveglia quelque chose qui résiste à la noirceur pure. Une possibilité ténue, une herbe qui reprend entre les briques, une portion d'île rendue à la collectivité, des habitants qui refusent à la fois le luxe privé et le cirque macabre, une tentative fragile de transformer un lieu de mise à distance en lieu de présence. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas hollywoodien, ce n'est même pas encore une victoire totale, mais c'est peut-être la seule réponse digne à une île comme celle-là. Ne pas l'exorciser, ne pas l'exploiter, ne pas la nier. La fréquenter avec assez de lucidité pour qu'elle redevienne autre chose qu'un piège à fantasmes.
Au fond, le plus terrifiant sur Poveglia, ce n'est pas ce qu'on y entend, c'est ce qu'on y comprend quand on cesse enfin d'écouter les légendes. On découvre alors qu'une île peut être un aveu, l'aveu d'une civilisation brillante qui a aussi su éloigner sa part d'ombre, l'aveu d'un présent qui adore les ruines tant qu'il n'a pas à les prendre en charge, l'aveu, peut-être, que ce que nous appelons mystère est souvent le nom élégant que nous donnons à ce que nous refusons d'assumer. Et c'est sans doute pour cela que Poveglia continue de flotter dans l'imaginaire comme un éclat noir au milieu de la lagune. Pas parce qu'elle serait hors du monde, mais parce qu'elle en dit trop sur lui. Si cette histoire vous a troublé, alors l'île a déjà fait son travail. Merci d'avoir traversé cette nuit avec moi. Si cette plongée dans Poveglia vous a captivé, dites-moi en commentaire quel lieu vous voulez que l'on explore ensuite. Et surtout, regardez toujours derrière les légendes. C'est souvent là que commence le vrai vertige. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle descente dans les zones les plus obscures de l'histoire.